c'est la crème de la crème. On va s'intéresser de plus près à tes spécificités, à ce que tu maîtrises le plus. Donc pour ça, on a préparé en amont 4 questions qu'on va te poser. La première, effectivement, on en a déjà un peu parlé aujourd'hui. On va retourner dans le Black Grey Hat, mais cette fois-ci pour le secteur e-commerce. Quels sont pour toi quel serait pour toi un bon hack Black Hat qui pourrait, enfin qui n'est pas non plus red flag de fou, qui s'applique et qui fonctionne pour un site e-commerce en 2025? Quelques petites techniques que j'aime bien pour le e-com. Pour moi, le meilleur hack, hein, là pour le coup, c'est quand tu sais que tu vas avoir un rush de vente parce que tu as une date. Je pense par exemple au Black Friday qui arrive, à le Q4, hein, même globalement, à partir de, tu vois, entre le 15 novembre et le 15 décembre, limite tu peux bombarder en pop pendant un mois. Donc en achat de trafic, histoire de booster les rankings et de dominer ta concurrence, quoi. Si tu le fais que pendant un mois, c'est ok, tu vas pas perdre tes rankings, et après c'est pas comme si tu vendais de ouf entre le 20 décembre et le 10 janvier, tu vois. Donc grosso modo, achat de trafic, pour moi sur le Q4 en e-com, c'est vraiment un truc qui est très très fort, et à toutes les dates où tu sais que tu vas bombarder. Donc si par exemple, je sais pas, t'es quelqu'un qui vend beaucoup pour la Saint-Valentin, bah tu peux pop juste avant la Saint-Valentin pour être sûr d'être premier. Je pense par exemple à Interflora, s'ils pop avant la Saint-Valentin ou avant la fête des morts, c'est le moment pour eux d'avoir une visibilité de ouf et de passer devant tout le monde, quoi, sur toute leur page. Ça pour moi c'est vraiment un hack qui fonctionne très fort. Je pense à un truc aussi qui est pas un hack Black Hat, mais qui est un truc que les gens oublient de faire et que j'aime bien rappeler, parce que c'est Romain qui me l'avait rappelé et je trouve que c'est un top tips. C'est le fait d'avoir des pages grossistes sur chacun de tes trucs, en fait, parce que potentiellement t'as des gens qui vont taper genre je sais pas, je travaille avec un gars qui fait de l'équipement sportif, qui vont taper alter grossiste. Et en fait, il y a personne qui rank sur alter grossiste alors qu'il est. T'as juste besoin de proposer tes haltères et de lui dire, soit de lui dire bah tu me contactes et je te fais un prix de gros, soit même de mettre tes haltères en mode normal. Potentiellement, le gars il va arriver, il va en commander 50 parce que t'étais premier. Non pas que t'aies des prix de grossiste, mais juste t'étais premier sur grossiste, quoi, et ça fonctionne. Et c'est un truc que j'ai fait. Moi je pense à ça en CBD par exemple, j'avais fait des petits trucs comme ça qui avaient pas trop mal marché. Et en fait, chaque com que tu prends, même si c'est que 5% en CBD sur 1500 euros ou 2000 euros, bah ouais, ça commence à être des montants qui sont un peu plus intéressants. Donc le petit hack grossiste et le hack avis aussi, le fait d'avoir une page sur quels sont les avis sur notre marque, et comme ça tu la maîtrises et tu la contrôles, c'est un truc qui est assez fort et qui marche bien. Si t'as pas envie de le faire toi-même parce que tu penses que grosso modo comment dire, que ça va être un peu flag et que c'est pas vraiment la confiance et qu'il faut de la validation tierce, bah t'achètes du lien, hein, t'achètes du parasite et t'achètes du lien avec marqué, imaginons que tu sois je sais pas, thomasmeilleurmusculation.com, bah thomasmeilleurmusculation.com avis, et voilà, quoi, comme ça les gens quand ils vont chercher avis, et tu vas avoir des posts que toi-même tu contrôles parce que c'est toi qui les as maîtrisés, publiés, etc. Ça fait un peu e-réputation dit comme ça, mais pour moi c'est un peu les hacks en e-com, de maîtriser son image, de maîtriser tout ça, c'est des trucs qui marchent bien. Et après on peut parler un petit peu d'obfuscation à la rigueur en e-com qui peut être intéressant, d'obfusquer ton méga menu comme le faisaient Cdiscount historiquement, d'obfusquer voilà, des pages dans le footer qui servent un peu à rien, tes pages de contact pour maîtriser ton page rank. Ça, c'est des trucs qui sont pas mal, quoi, globalement, des bonnes pratiques un peu grey, on va dire, à faire en e-commerce. Trop bien. Trop cool. Mais c'est vrai, t'as parlé d'ailleurs d'Interflora, c'était client, il me semble. Je travaille un petit peu avec eux, ouais. J'ai commencé à travailler avec eux. Je leur ai fait un petit set de recours récemment, et voilà, quoi, on discute un peu. Ok, trop cool. Ouais, et justement, tu vois, sur des sujets à forte concurrence, bah là tu parlais d'Interflora ou d'autres sujets, c'est quoi les stratégies à mettre en place? Tu vois, netlinking, CTR, ce genre de trucs, tu vois, stratégie assez avancée, qu'est-ce que tu conseillerais, quoi? Pour moi, alors en gros, déjà je veux pas démentir, mais genre déglorifier. Ça n'existe pas ce mot, le CTR, parce que j'en ai beaucoup parlé, j'en ai beaucoup fait, et en fait très souvent je le jumelais avec de l'achat de traf, parce que les deux ensemble allaient assez bien, et le CTR, même s'il avait des effets sur le long terme et qu'il était efficace, il est quand même nettement moins puissant que l'achat de traf. Après en avoir parlé beaucoup avec beaucoup de gens pendant le Chiang Mai SEO, beaucoup de gens sont un peu en mode essaie de le faire, essaie de le mimiquer, c'est super difficile d'avoir des résultats et d'être sûr que ça fonctionne. Donc honnêtement le CTR, alors que là c'est pas forcément un truc sur lequel je conseille énormément de s'attarder, pas en mode manipulation dégueu, etc. Si tu as une marque qui est forte, dans tous les cas tu prendras un peu plus de CTR que la moyenne, donc autant se concentrer là-dessus et en profiter, quoi. Ensuite, en termes de netlinking, bah, t'as toujours. En fait, en netlinking, ça dépend toujours du profil du lien. Si tu es sur des marques qui sont très avancées, par exemple, bah, va falloir, en fait, tu vas.
Si la marque elle est très propre, très avancée, qu'elle a une bonne popularité, ça veut dire qu'elle a un profil de lien parfait, tu vois. Elle a le profil de lien le plus pur qu'il y a. Donc s'il est extrêmement pur, on va pouvoir aller le salir un peu et être un peu plus agressif. Et à l'inverse, si tu as une marque qui est toute neuve et qui a un profil de lien un peu chelou, on va commencer par l'assainir un peu, être sûr que le profil de lien, il est, tu vois, qu'on commence pas avec directement des boulets aux pieds, quoi. C'est toujours un peu l'équilibre à avoir entre faire des choses agressives et efficaces et faire des choses qui soient un peu plus chill et un peu plus durables, quoi. En fait, le SEO pour moi c'est toujours un facteur risk reward, quoi, tu vois, qui est à mettre en parallèle. Par exemple, balancer plein de contenu IA, bah oui, ça fonctionne, tu vois. Est-ce que c'est super pérenne? Est-ce que ça va être facile à mettre à jour, etc., etc. Non, pas forcément. Est-ce que c'est une top stratégie à maintenir dans le temps? Bah, je suis pas sûr non plus, donc à voir, quoi. Est-ce que c'est mieux que rien? Bah ouais, c'est déjà mieux que rien, donc on peut commencer par ça. Voilà, c'est toujours un peu une question de risk-reward pour moi. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que les stratégies avancées, elles commencent par des stratégies basiques. Donc, grosso modo, imaginons que tu veux ranker ton e-commerce et que ça prenne pas. Est-ce que tu as fait tes basiques? Donc oui, tu as fait tes basiques potentiellement. Si tu as fait tes basiques, tu vas commencer à te dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait les basiques que tout le monde m'a dit de faire et pourquoi est-ce que ça marche pas, tu vois? Et ça, c'est un peu la question du SEO, c'est les déréalisations. Genre au début, la première fois que tu as fait tout ce que tout le monde t'a dit et que ça marche pas, tu te dis putain, déjà ils me font chier parce qu'ils m'ont menti, tu vois. On m'a menti. Genre les gars ils m'ont dit de faire ça, je l'ai fait, ça a pas marché, tu vois. J'ai mis mon score d'opti-sémantique à 100% et ça a pas marché. Et t'es un peu vénère. Et c'est pas pour ça qu'une opti-sémantique c'est du bullshit, tu vois. Sur la moyenne des probabilités, etc. Bah ouais, les scores plus opti-sémantiques ils marchent mieux. Mais c'est pas le tout, tu vois, en fait. Et après, tu vas commencer à creuser sur d'autres choses. Tu te dis, ah, mais attends, il y a quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose d'autre. L'avantage que tu as quand tu passes beaucoup de temps sur Twitter, c'est que tu vois beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui sont pas prouvées, hein. Moi, le premier, il y a plein de fois où je te donne des opinions et en fait, faut pas du tout les prendre au pied de la lettre. Mais ça te donne des pistes de réflexion. Et en fait, tu te dis, j'ai acheté plein de liens sur Fiverr, ça a pas pris. Ok, ça c'est pas la solution, tu vois. C'est pas la quantité de backlinks. Après, tu te rends compte qu'il faut acheter des domaines référents et pas des backlinks. Ok, je vais du côté des domaines référents. Puis après, tu vois, c'est de la thématique, donc t'achètes un peu de thématique. Ah, mais en fait, c'est du Google News. Bah, t'achètes du Google News. Et en fait, à chaque fois, tu rajoutes une couche et à la fin, tu te dis, putain, là ça marche, tu vois. Mais tu sais plus ce qui l'a fait marcher parce que t'as juste rajouté plein de couches les unes sur les autres. Ça se trouve, c'était liens Fiverr qui commencent à payer 6 mois plus tard. Mais tu peux jamais trop le savoir. Et en fait, c'est juste à force de rajouter des couches et de l'expérience et des tests les uns sur les autres, tu finis par te dire, là j'ai l'impression que ça prend mieux que l'autre, ça marche bien, etc., etc. Donc c'est comme ça que tu te fais un esprit de SEO, un esprit critique de SEO un peu plus avancé, je pense, et plus, voilà quoi. Du moins, moi, c'est comme ça que je procède généralement. Et il y a des fois où ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et non, je disais que c'était un point qui était hyper important parce qu'une question qui revient souvent de la part des SEO, c'est j'ai du mal à justifier mes actions. Genre, en agence, mon boss va me demander qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, ou surtout, qu'est-ce qui justifie cette baisse ou qu'est-ce qui justifie cette augmentation. Tu vois, c'est un truc, souvent en SEO, tu as du mal à justifier. En ads, tu peux justifier le moindre centime investi, tu vois. En SEO, c'est un peu plus dur. Donc, typiquement, qu'est-ce que tu dirais, toi, à un consultant SEO qui a du mal à justifier ses actions et qui, comme tu l'as dit, ajoute des couches, à un moment ça fonctionne, mais comment tu verrais la chose, toi? Alors, justifier des baisses ou des hausses, c'est super compliqué, c'est pour moi impossible, il faut éviter d'aller dans ce jeu-là, quoi, parce que c'est compliqué, tu dis juste, voilà, tu vois, c'est Google, ça bouge, il y a des hausses, il y a des baisses. On va faire tout notre possible pour qu'il y ait plus de hausses que de baisses, mais on peut pas contrôler la trajectoire non plus, tu vois. On n'est pas en maîtrise de ce qui va se passer. Ce qui est un peu horrible quand quelqu'un te paye cher pour te donner des conseils, que tu donnes des conseils, que ça se casse la gueule et t'es là genre tu passes pour un guignol. Mais bon, c'est le jeu, tu vois, ça fait partie du truc. De toute façon, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça lui aurait sûrement arrivé aussi. Ça arrive un peu à tout le monde le sait, on est jamais infaillible. Maintenant, moi j'ai eu la chance d'avoir des managers qui étaient... Il suffisait que je justifie, tu vois, grosso modo. Donc en fait, ce qui se passait, c'était le gars, par exemple, ça m'arrive plein de fois, je repense à une histoire où j'achetais un backlink. J'avais fait c'était ma période où j'aimais bien faire des trucs marrants sur le netlinking. Où je me disais, tiens, ça change un peu, je vais essayer ça, quoi. Et du coup, typiquement, un truc que j'avais fait, j'avais acheté du lien en catégorie. Et je l'avais acheté sur un endroit dans la catégorie où tout le monde se disait, mais jamais tu places un lien ici, c'est chelou, tu vois. Et mon chef, il m'avait dit, donc c'était en top de catégorie avant la pagination, un truc trop bizarre, quoi. Mon chef, il me dit, mais t'as acheté un lien ici, mais il est chelou ton lien, non? Je dis, bah ouais, mais regarde, genre, il est en top de page, il est thématisé, il est proche de la home. Genre, tu sais, je lui donne tous mes éléments justificatifs qui fait que je pense que c'est pas un lien dégueu, tu vois. Je pense que j'ai vraiment acheté un lien qui est positif.
il est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais souvent, les gens ou les choses qui performent, c'est des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude. Du coup, je lui explique tout ça, il me dit ok, tu vois, genre, je vais pas t'interdire de tenter tes expériences, pourquoi pas, tu vois. Tu m'as donné les justifications qui paraissaient ok. Donc, je pense que si t'as fait quelque chose, en général, c'est parce que t'avais une raison de faire. T'as un process de pensée derrière. Quand quelqu'un te demande pourquoi tu fais ça, bah tu lui donnes ton process de pensée, très simplement. Et puis ensuite, il te demande des justifications. Tu lui dis bah ok, ça va me prendre attends 3 heures que je te donne toutes les justifications, que j'aille rechercher toutes les sources, tu vois, etc. Je les ai pas sous la main. Ou alors tu me crois et à 100% et tu me laisses 3 heures pour continuer de prod et voilà quoi. Ce qui est sûrement la meilleure solution plutôt que de demander des sources et des justifications à quelqu'un. Mais grosso modo, t'expliques ton process de pensée. Tout le monde a un process de pensée en SEO tant qu'il est pas. Normalement, quand tu le dis à voix haute, il te paraît plutôt logique et ça paraît plutôt cohérent. Et tu te dis ouais, ça a l'air de faire sens quoi, tu vois. Si ça a l'air de faire sens pour toi, si tu te dis que c'est positif pour Google, c'est ce qu'il essaie d'apporter aux internautes, normalement c'est ok quoi. Tu te feras des erreurs, hein, c'est normal, tout le monde fait des erreurs. Mais plus le temps va passer, moins tu vas faire d'erreurs et mieux ce sera quoi. Je pense en justification, ce que je mets beaucoup en place dans mes formations ou avec mes clients en coaching aussi, c'est le fait de travailler simplement par objectif, mais d'avoir pas que des objectifs de trafic ou des objectifs chiffrés, avoir aussi des objectifs de travail, tu vois, genre on veut tester telle chose. Tu vois, c'est notre objectif sur Q4, c'est de tester la publication d'un cocon autour de tel truc. Bon, bah ce cocon n'a pas rapporté de trafic, ouais, mais bon, pourquoi on a voulu tester ça? Parce que X ou Y, ça n'a pas marché, on a testé. En fait, c'est juste le marketing, quoi. Et peut-être que ça marchera dans 6 mois en plus, tu vois, mais c'est juste à partir du moment où tu as une trace processisée un peu, je sais pas si ce mot existe, mais où tu as une trace de ce que tu veux tester, de pourquoi tu veux le tester, de quelle est ton hypothèse, bah ensuite, 3 mois après, tu vas regarder, bah peut-être que ton hypothèse était fausse, tu vois, c'est juste le marketing en ligne qui est comme ça, mais au moins, tu as une trace et tu as une justification de ce que tu as voulu faire. Mon père, il disait un truc que j'adore, que je trouve super fun, c'est des fois, tu as des gars, ils font un master, enfin pas un master, un doctorat, par exemple, sur, je sais pas, les lentilles vertes du Berry, tu vois. Je viens du Berry, c'est pour ça que je vais citer les lentilles vertes du Berry. Ils vont chercher 4 ans sur les lentilles vertes du Berry, et après 4 ans, ils ont rien trouvé. Et ils vont te dire, voilà, on a cherché 4 ans, on a déroulé plein de choses, on n'a rien trouvé d'intéressant. Bon bah le prochain gars il sait que dans les lentilles vertes du Berry il y a rien d'intéressant quoi, tu vois, ça fait 4 ans que le gars il cherche, il a rien trouvé. Bon bah voilà, tu fais ton test, tu déploies ton cocon. Bon bah ça prend pas hein, voilà, ça a pas marché. On sait que la manière dont on travaille, le site sur lequel on travaille, la manière de déployer le cocon, elle marche pas comme ça. Bah on a avancé un peu, on connaît un petit peu plus, tu vois. Et de temps en temps, il y a des trucs qui vont prendre et tu dis bah ça maintenant on sait que ça prend et on va l'exploiter un peu plus, voire même le surexploiter et le saigner jusqu'à ce qu'il marche plus, ce qui est souvent la manière que j'ai de fonctionner. Et voilà. Super intéressant. Tu parlais de netlinking. C'est quoi tes astuces, tu vois, de netlinking pour choisir un bon lien? Comment tu choisis tes liens, justement? Pour moi, il y a le facteur sur les liens. J'ai un facteur qui est vraiment le plus important de tous, et qui est le facteur numéro 1 sur lequel je choisis mes liens, c'est leur prix. C'est un facteur où les gens ils le citent pas assez et ils disent toujours ouais faut que le lien il ait un peu de TF, bah en fait faut que le lien il soit surtout au bon prix quoi, parce qu'un lien qui est trop cher bah en fait ça vaut pas le coup. T'aurais pu acheter 2 autres liens à la place ou un autre lien qui aurait valu son prix. Donc grosso modo pour moi le facteur numéro 1 c'est le prix, et c'est que le lien il vaille le coup, ça et le fait que le site soit pas pénalisé, c'est les 2 facteurs les plus importants je pense pour acheter un lien. Ensuite le reste, il y a tous les facteurs qui existent, on les connaît tous, hein, tu vois, le nombre de liens qu'il reçoit, la qualité des liens, est-ce que ces liens à lui-même sont indexés, est-ce que ces pages sont indexées, est-ce que ces pages reçoivent du trafic, est-ce qu'il est validé Google News, etc. etc. Tu as un millier de choses que tu vas pouvoir prendre en compte, la thématisation, le truc que tu vas lui envoyer. Mais tout le monde a sa sauce, tous les facteurs desquels les gens parlent sont tous importants, et c'est super difficile de faire sa popote là-dedans, tu vois. Moi le premier, en fait, j'ai acheté... Enfin, je le dis souvent, j'ai dû acheter 500 000 € de liens. Bah, je peux toujours pas te dire ce que c'est qu'un bon lien, tu vois. Je sais juste qu'il y a des liens qui sont un peu trop chers et qu'il y a des liens qui me paraissent être pas très chers comparé à la potentielle puissance qu'ils ont, tu vois. Et en fait, c'est que du betting, tu vois. C'est que des paris. Genre, je suis là, je vois des liens et je me dis, ouh là, la cote, ça c'est une bonne cote, ça. Ça, connaissant le marché, la cote elle est pas dégueu, tu vois. Potentiellement, je vais faire un gain là-dessus. C'est le PSG en fait, les gars. On va comparer les liens sur du PSG ou de l'UFC. Donc voilà, grosso modo, je fais. T'as quand même une méthode pour justifier un prix. Comment tu justifies qu'un backlink c'est trop cher? Comment tu justifies qu'il est pas cher? Si tu devais aller donner une méthode aux auditeurs qui nous reçoivent, qui ont le sentiment par exemple de payer un lien trop cher, comment le vérifier?
Typiquement, qu'il est trop cher, ça veut dire que tu peux, il y a une manière excellente de la vérifier, elle est horrible, c'est que tu l'achètes et que tu vois ce qui se passe. C'est la seule vraie manière de vérifier que ton bet il est bon ou il est pas bon. En fait, c'est vraiment comme le pari sportif, tu vois. À force de parier, il y a un moment où tu commences à te dire putain non mais attends là, tu sais, tu perds ton argent, tu gagnes ton argent, tu perds ton argent, tu gagnes ton argent. Et il y a un moment où tu te dis, imaginons que les cotes elles soient even et que t'aies pas le edge du bookmaker. Normalement, tu vas gagner et perdre ton argent, tu vois, plus ou moins de manière even. Et il y a un moment où tu vas dire oula attends, là la cote. J'ai l'habitude, j'ai vu ce pattern plein de fois et ça normalement cette cote là elle est bonne, tu vois. Et donc voilà, t'en profites. Maintenant, il y a des petites manières de spot des liens où tu te dis ok là c'est à peu près sûr que la value elle est underpriced, tu vois. Ma manière de faire en général, j'aime bien trouver des sites qui ont été remontés à la ZUB, qui ont un profil de lien de bâtard et les gars ils ont refoutu 4 contenus dégueux dessus. Et du coup, zéro chance que alors par exemple sur des thématiques super compétitives, et là t'es à la zéro chance que le truc il rank parce que les 4 contenus ils sont dégueux et que c'est remonté à la ZUB. Mais tu regardes le profil de lien et tu te dis ouais mais il y a rien qui paraît red flag dedans, tu vois. Et si tu fais ça, tu vas avoir des sites qui ont zéro trafic, que personne n'achète, les prix ils sont bas, mais tu peux les payer, tu peux les acheter. Et j'avais chopé des liens comme ça où je me disais franchement je pense qu'ils sont quali, tu vois. J'ai acheté sur plein de raisons différentes. Il y a plein de raisons qui étaient mauvaises. Je pense à des fois où j'ai acheté sur le volume de la marque du lien, par exemple. Tu vois. Le lien, c'était des sites de mini-jeux. Le site de mini-jeux, il est cherché. Les gens, ils vont sur le site du mini-jeu. Il y a de la fréquentation, etc. J'achète. Est-ce que ça pousse ou pas? J'en sais rien, tu vois. Mais c'était une justification. À chaque fois, tu cherches une justification à ton lien. Et tu te dis, bah tiens, j'ai cette justification-là. Bah, peut-être qu'elle est bonne, tu vois. Et tu la testes et tu vois ce qui se passe. Tu vas rarement voir des résultats complètement fous, mais bon, ça te permet de tester, de voir, d'expérimenter, etc. Et ensuite, les grosses manières, on va dire, de tester aussi. Google News, pour moi, en ce moment, c'est un truc qui est assez positif. Et du coup, si tu achètes du backlink sur des liens Google News qui sont à moins de 100 balles, par exemple, bah, t'es assez sûr que ça va être du bon lien, tu vois. Vaut mieux vérifier quand même qu'il est bien Google News, genre que les derniers articles publiés, ils sont bien Google News et tout, parce que il y a pas mal de Google News qui sont un peu chelous avec les règles post-2018, etc., etc. Donc bien vérifier que le Google News est bien Google News et qu'il a bien genre 20, 30, 50, 100 pages dans Google News. Mais si c'est le cas et qu'il a moins de 100 balles, bah franchement là c'est win automatique, quoi. Pour moi, ça... Parce que des liens le moins de 100 balles, il n'y en a pas énormément. Et tu vois, s'il a cette espèce de validation manuelle et qu'il a un peu de traf, bon bah normalement c'est ok. Mais encore une fois, peut-être que j'ai tort. J'en sais rien, honnêtement. C'est super difficile à dire. Et la personne qui dit qu'elle a les codes en netlinking, franchement, tant mieux pour lui, mais j'en doute. Parce que j'ai dépensé beaucoup de liens avec beaucoup de personnes sur beaucoup de thématiques différentes. Et j'ai pas trouvé le pattern. Et en fait, ce qui me fait dire ça, c'est pas ma sensation, c'est le fait que j'en ai parlé avec tous mes concurrents qui ont dépensé comme moi, voire plus, et qui me disent on n'en sait rien, on achète tout, quoi. Tu sais pas ce qui marche ou ce qui marche pas. Et si tout le monde le dit, bon bah c'est qu'à un moment. Et après on a tous nos petits secrets, nos petites bottes secrètes. T'sais. Moi j'aime bien avoir genre la diversité. La diversité c'est un de mes trucs sur les 2 dernières années. Et du coup je mettais genre de la page positionnée, du guest post, du social profile, du ninja, etc. Donc je mettais un peu de tout. Et je me disais, allez, petite tambouille, on met un peu de tout. Et puis, comme on sait pas ce qui marche, bah, normalement, il y a bien tout ça qui va pousser. Et c'est un truc qui a très bien marché. Moi, ça a très très bien fonctionné. En plus, ça donne une diversité de liens qui est bien et donc une résistance aux updates qui est quand même pas dégueu. Donc voilà, quoi. C'est le genre de truc que j'ai bien aimé faire. Il y a plein de tendances et plein de choses que j'aime bien faire. Super difficile de dire c'est quoi la bonne value. Mais je pense que voilà. Si vous êtes un peu en mode galère. Deux possibilités, soit vous avez un budget qui est décent, et dans ce cas-là, divisez-le entre 4 prestats qui fournissent 4 typologies de liens différentes, et vous leur filez en automatique, vous prenez pas la tête, vous filez un prestat ninja linking, un prestat de lien pas cher, un prestat de lien un poil plus cher, et un prestat de lien positionné par exemple. Voilà, tu fais ça, tu divises ton budget en 4, t'as un truc qui est plutôt décent normalement, et t'as un profil de lien qui est assez varié. Si t'as choisi des prestats compagnons sur rue, bon bah ils devraient pas trop t'en fumer normalement. Deuxième possibilité, soit t'es broke et t'as envie de faire des trucs un peu fun. Fais ton ninja linking toi-même par exemple. Bon bah ça c'est un truc qui est time consuming mais qui est facile à faire soi-même et qui peut permettre de pousser un site assez loin. Et achète des liens pas chers sur Linkavista. Tu prends voilà, moins de 2 euros, moins de 3 euros. Tu tries par trafic maximum ou CF maximum ou RD maximum. Et t'achètes les liens un par un et ça permet de faire tourner, acheter du lien, acquérir du lien progressivement. Et le jour où ton site il va commencer à générer de l'argent, bah là tu vas pouvoir acheter des liens un peu plus chers, etc. quoi.
Et tu parlais de Google News. Pourquoi c'est bien? Tu vois, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ce que c'est en fait un site Google News déjà pour les auditeurs qui sont un peu plus évitants. Et pourquoi c'est bien en netlinking d'acheter un lien sur un site Google News? En fait, il y a Google News pour moi, comme Google My Business, tu vois. Google My Business, Stéphane Madaleno, il nous a dit cette année que c'était le facteur ranking numéro 1 sur le local. Et le gars est quand même très très fort sur le local. Voilà, sur Alloscan, il a sorti 20 features liées à ça. Il sait de quoi il parle. Et il est vraiment skin in the game sur le local. Donc pour le coup, je lui fais vraiment confiance là-dessus. Et la raison qu'il donnait, qui était super intéressante, c'est que les gens qui font du Google My Business, il est vérifié manuellement par Google, tu vois. Il y a un moment où en fait, tu as de la vérif manuelle entre guillemets de Google. Du coup, qu'est-ce qui se passe si Google il a trouvé une manière de vérifier manuellement via un de ses services ton site ou ton GMB par exemple ou Google News en l'occurrence qui était de la vérification manuelle pendant un temps ou de la vieille vérification automatique qui tient depuis longtemps et c'est des sites historiques qui sont clean. En gros, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu sur ton site, qui a vérifié que le site il était clean et qui l'a mis dans une nouvelle case, tu vois. Et s'il y a... Enfin, je sais pas, ça veut dire que sur tous les sites du web, tu as une case qui peut être cochée ou pas cochée, qui est ce site est un bon site Google News. Bah moi, je préfère acheter des liens sur les sites où la case elle est cochée, quoi, grosso modo. C'est un peu la logique que j'ai. Sans trop savoir. Peut-être qu'en fait, ça change rien. Hein. C'est juste, voilà, quoi. Peut-être que le trafic, ça change rien aussi. J'aime bien lister d'acheter des liens sur des pages qui sont top 3 et qui génèrent déjà du traf par exemple, c'est une idée que j'aime bien en insertion de liens parce que potentiellement tu vas récupérer des clics dessus et j'avais vu une conf de Kyle Roof qui disait que des liens cliqués même s'ils sont en nofollow ils poussent plus que des liens qui sont pas cliqués etc. Et c'est enfin tu vois, je me base sur un test d'un gars qui a été fait il y a 4 ans sur une thématique qui est pas du tout la mienne, une géo qui est pas du tout la mienne pour donner une conclusion de genre les liens top 3 ça pousse, tu vois. C'est complètement fallacieux comme démarche. Mais c'est tout ce que je peux dire alors qu'il est quoi, tu vois. Malgré le fait que j'ai fait tout ça, j'ai pas de clé. Donc je peux juste vous dire ça. Mais c'est vrai que le netlinking, c'est vraiment un domaine, comme tu l'as dit, où on sait pas trop pourquoi on dépense. Tu vas acheter c'est rare, hein. C'est Ouais. pas, tu vas pas en course, tu te dis, tiens, j'achète des pâtes, des machins, alors que tu vas acheter de la viande, t'es végétarien, c'est pareil. Là, tu vas vraiment acheter des choses, tester des choses. Par exemple, lien positionné ou lien neuf, tu vois, on pouvait. Au moment du leak, là, on savait pas trop, tu vois, est-ce que c'était plus pertinent de foutre du lien sur quelque chose de neuf, comme ça on se pense que bah, Google vient de le publier, donc ça a été cité de base, donc le gars le pense à la base, ou est-ce que le fait de le mettre sur un lien positionné, bah, c'est peut-être un peu trop poussif, surtout que s'il n'y a pas d'ajout de contenu derrière et qu'on met juste un lien brut, c'est peut-être pas trop naturel. Du coup, il y a ce truc de se dire, est-ce qu'on fait du lien sur des pages déjà présentes, est-ce qu'on fait du lien sur du neuf? Donc, il n'y a pas en fait de secrétif, il faut juste tester, voir ce qu'il prend, et comme tu as dit, et puis je pense aussi en fonction des industries, ça peut être différent. Donc je pense Ouais, qu'aujourd'hui, 100%. comme tu l'as dit, personne n'a le secret sur qu'est-ce qu'un bon lien. Beaucoup de personnes s'en sont rapprochées, mais tu vois, on peut pas dire s'il faut acheter des liens, faut pas en acheter. Enfin, il n'y a pas Bah, ouais, c'est de ça. Si tu veux secret. les clés, tu vas voir les gens qui ont acheté beaucoup de liens. Tu leur demandes selon toi c'est quoi un bon lien. Ils vont te citer quelques trucs en vrac. Tu mixes 5-10 avis différents et t'auras pas la méthode parfaite, mais t'auras pas une méthode dégueu, tu vois. Tu vas pas perdre de l'argent, quoi. Sachant que il y a quand même beaucoup de manières de perdre beaucoup d'argent en achetant du lien, enfin en achetant énormément de liens overprice. Bon bah voilà, pour moi c'est la plus grosse chose à éviter, c'est d'éviter d'être dans l'extrême de je perds énormément d'argent parce que je dépense énormément d'argent dans des liens qui valent très cher, tu vois, et qui poussent pas. Donc t'as un opposé, voilà, grosso modo c'est je pourrais être dans l'erreur absolue. Tu sais, c'est Charlie Munger qui disait ça. Faut pas chercher à être le meilleur, hein. Faut juste chercher à pas être l'idiot du village. Donc tu regardes, qu'est-ce qu'il ferait l'idiot du village? Il achèterait des liens qui font pas de trafic, qui sont pénalisés. Il les paierait 2000 euros par lien et il s'en soucierait pas, il regarderait pas s'ils restent, s'ils sont indexés, etc. Tu vois. Bon bah déjà si tu contrôles tout ça, tu seras pas le pire des idiots du village, tu vois. Et ça te donne déjà un edge qui est déjà pas dégueu. Continue d'étudier toutes ces théories là et normalement tu finis par avoir à un moment un process d'achat de liens qui est pas si horrible. Ouais, voilà, je pourrais vous donner toutes mes théories, j'en ai 1 million, mais à la fin ça ne nous avance pas parce que je suis sûr d'aucune et que même moi je les remets en cause constamment, tu vois. Je suis super incohérent dans ma manière de décrire l'achat de liens parce que je change d'avis constamment, mais bon, c'est la seule chose à faire en SEO, quoi. Excellent. Bon, du coup, il nous reste une dernière petite question. C'est sur l'impact du trafic. Tu en as un peu parlé. Aujourd'hui, quel conseil tu donnes à des SEO, tu vois, qui nous écoutent pour mettre en place une stratégie de trafic pertinente?
Vraie question. Putain, ça se voit que t'es habitué à LinkedIn, toi, Lucas. La stratégie à mettre en place pour de l'achat de trafic pertinent, alors que c'est le truc le plus crado du monde, tu vois. C'est genre, comment ils peuvent utiliser ce truc sans se faire exploser? C'est plutôt la question. C'est ça, mais je l'ai maquillé un peu, tu vois. Comment vous pourriez faire pour consommer de la cocaïne de manière raisonnable? Ah non, ça marche pas. Non, mais grosso modo, il y a deux régies que je trouve cool, PopAds et PopCash, qui vous permettent de déposer sur des petits montants. PopCash est un poil moins cher que PopAds. Les quelques facteurs à faire, sur lesquels faire gaffe, à mon avis, c'est acheter du trafic dans la géo dans laquelle vous voulez pousser. Donc si vous voulez pousser en France, vous achetez du trafic uniquement français. Vous mettez comme navigateur uniquement Google Chrome. Et ça, pour moi, c'est les trois choses qui sont importantes. Je crois qu'il y a un peu plus de bots sur PopCash que PopAds. Je crois que PopAds, le trafic, il est un poil plus clean. Mais bon, ça, c'est des théories qu'on m'a données à droite à gauche et j'ai pas vraiment vérifié. Et du coup, allez-y mollo. Commencez avec, enfin, je vais dire des chiffres qui sont pas des petits chiffres, quoi. Mais commencez avec 1000 visiteurs par jour, tu vois, par exemple, quoi. Tu peux faire ça sur PopCash. Tu peux faire 3000 grosso modo sur PopAds au minimum. 3000, ça peut paraître énorme, mais c'est pas énorme, c'est ok. Hier après-midi, par exemple, j'étais en call avec des gars qui envoyaient 5 millions de visiteurs par mois, alors qu'ils travaillaient en Netherlands. Netherlands, ça doit faire 5 millions de personnes dans la Netherlands, tu vois. Donc, grosso modo, les gars, ils forçaient un peu, tu vois. Faites pas ça. Faites pas ça, allez-y mollo, testez un petit peu. Si vous voyez que l'effet est sympa, essayez d'augmenter un petit peu la dose. Voyez, craquez-vous pas et partez pas sur des gros montants, des 50 000, etc. De toute façon, ça va finir par vous coûter cher, ça va pas être agréable. Et rappelez-vous que c'est temporaire et que c'est un truc qu'on fait sur des petites durées, histoire de faire des petits boosts. Et essayez de pousser chacune de vos pages qui sont sympas. Chacune de vos pages qui sont top 20, grosso modo. Mettez-leur un petit boost de 1000 visiteurs, 2000 visiteurs, 3000 visiteurs. Voyez ce qui se passe. Et il va se passer plusieurs fois que votre page, elle va être 8ème, elle va passer 2ème, vous allez couper, et elle va rester 2ème ad vitam aeternam. Et là, vous venez de gagner 6 ou 7 positions instantes, gratuitement, et ça reste parce que votre site il délivre bien. Si vous voyez que vous stickez pas à la 2ème position et dans une bonne position, et que vous avez pas vous gardez pas un bon truc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez retravailler votre site, en fait, retravailler votre contenu, rajouter un peu de liens, améliorer votre navigation, faites en sorte que les gens ils passent plus de temps, d'une meilleure qualité, etc., etc. Et 6 mois plus tard, vous renvoyez 1000, 2000, 3000 visiteurs. Et là, vous voyez ce qui se passe encore une fois. Et en faisant ça, de manière périodique, vous améliorez votre site, vous lui envoyez un petit boost. C'est comme si on faisait une pub à la télé, tu vois. Tout le monde va venir sur son site, tout le monde va tester. Bah, si les gens ils kiffent, ça va stick, tu vois. Ça va stick dans Google. Les gens ils vont venir, il n'y aura pas de pogo sticking, ils vont rester plus longtemps sur le site, etc. Et Google il va se dire, bah là, le site il est en train de délivrer d'un point de vue on-site. Donc on garde, tu vois. Et j'ai plusieurs concurrents comme ça avec 1 euro, ils ont encaissé des centaines, voire des milliers d'euros parce qu'ils sont passés de 8ème à 1er. Ils sont jamais repartis et depuis ils y sont encore, quoi. Donc voilà, la plupart du temps vous allez pas faire 8ème premier et rester, vous allez faire 8ème premier puis repartir 6ème grosso modo, mais vous avez déjà gagné 2 positions, faut voir le positif. Bon bah voilà, vous savez, faut repartir, revoir sa copie et puis la réaméliorer, ensuite ça déroule. Ouais. Et tu l'as résumé, et je pense de manière générale, c'est juste qu'il faut que ça corrèle en fait, tu vois. Si tu vois d'un coup, t'as toujours 100 de trafic mensuel et que d'un coup tu achètes des millions de backlinks, bah oui, c'est pas naturel pour Google. Par contre, si t'arrives petit à petit à faire augmenter ton trafic, bah tiens, là je vais mettre la barre un peu plus haute en netlinking, et en fait, ça corrèle naturellement, tu vois, les deux courbes. Donc c'est vrai que s'il y a, comme tu l'as dit avec l'histoire du Netherlands, tu vois, si c'est trop red flag, bah c'est là où on peut peut-être se casser la gueule ou autre. Donc je pense que si c'est raisonné et que ça corrèle avec les autres résultats, bah pourquoi pas tester, effectivement. Ouais, exactement. Après, pour revenir sur l'histoire des gens du Netherlands, je peux te garantir une chose, c'est qu'eux, ils ont tenu la position très fort, quoi. Ils ont mis 6 mois, 1 an où ils étaient extrêmement bien. Parce que ce qu'il faut savoir avec Pop, c'est que plus t'en mets, plus ça marche, tu vois. Il y a quand même un truc genre... plus tu y vas, plus tu y vas, plus ça marche, quoi. Et du coup, quand t'es sur un truc où tu sais que si t'as le coup d'avance sur les autres et que tu commences à bombarder, et que tu bombardes, bah en fait tu prends les premières positions partout, quoi. Et si tu sais pas que dans 6 mois tu vas vivre une descente aux enfers absolument horrible, t'en abuses, bon bah voilà, quoi, tu vois. Mais ça peut t'offrir 6 mois de folie. Après ça peut être 6 mois à peu près horrible aussi, mais grosso modo faut pas en abuser parce qu'après à long terme c'est pas cool.
Et il y a un autre point que tu soulignes quand même, c'est tu vois l'importance derrière des signaux utilisateurs. Tu vois, le pop ou autre, ça peut te faire un peu monter. Mais derrière, il faut que ton site il soit capable, avec les signaux utilisateurs, avec le temps qui va être passé sur ton site, avec ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir de l'achat ou autre, il faut que ton site soit capable de délivrer derrière. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté ou entre guillemets quelque chose qu'on a vraiment théorisé maintenant en 2024 et dont on parlait jamais avant. Avant, c'était juste, on se positionnait, on amenait du trafic et voilà, c'était les vacances. Alors que là, tu te positionnes premièrement, mais c'est le début du boulot, quoi. Derrière, il faut que ton site y délivre et voilà. Exactement, il y a vraiment, moi c'est un truc que je dis pas mal, enfin que je dis pas mal, putain, j'ai plus personne à le dire. J'allais dire que je dis à mon équipe, mais j'ai plus d'équipe. C'est la tristesse du gars qui a managé pendant longtemps et qui manage plus du tout. Si j'avais une équipe, ce que je leur dirais demain, c'est c'est ridicule dit comme ça. C'est d'arrêter de faire du SEO, de faire du conversion rate optimization, tu vois, de optimisation de taux de conversion, parce qu'en fait, alors il y a beaucoup plus à gagner long terme dans de l'optimisation de conversion que dans du SEO. Si tu as un site qui est déjà un peu avancé, et en fait, aller faire du SEO sur un site qui est déjà super avancé en termes de optimisation de conversion, bah là c'est titanesque. Mais à l'inverse, faire du SEO en continu, bah en fait t'es un peu en train de tirer la charrue, tu vois, tu profites pas, t'as pas le vent en poupe, quoi, tu vois, t'es un peu en train de tracter un point mort. On parlait d'e-commerce avant, il y a aussi un truc qui est tout simple, c'est que si toi tu proposes 3 produits et tes concurrents en proposent 15 et que eux ils ont le meilleur produit du marché et que toi tu l'as pas, c'est des trucs tout con, c'est plus du SEO, mais en fait ça va impacter ton SEO derrière, quoi. Donc, bah c'est ça en fait, d'un point de vue user, les gens ils vont venir, vont voir que tu as un choix qui est nul et tu as des produits nuls, bon bah voilà, bah ils vont repartir et puis ils vont aller chez l'autre. Et là on peut parler un peu de, tu vois, CTR, pogo sticking, etc. Le temps passé sur ta page il va pas être terrible, le temps passé sur la page de l'autre il va être meilleur. Ton site il va y rester pas longtemps parce qu'il va pas acheter, le site du concurrent il va y rester longtemps parce qu'il va acheter, etc. C'est assez ouf, mais en fait tu sais, Google, je pense que vraiment il détecte genre la qualité d'un site e-commerce par le temps que tu passes en plus à acheter sur un site e-commerce sur lequel tu es en train d'acheter, tu vois. Et en fait, il y a un peu un truc où ça se trouve Amazon ils se sont tiré une balle dans le pied à faire de la transaction en one click parce qu'en fait, il n'y a plus le temps passé. Bon, au final, ils se sont pas cassés la gueule, tu vois, ils ont de la marge, mais grosso modo, je pense que le petit temps que tu passes à faire ta transaction, aller au panier, etc. C'est un peu le petit temps passé sur le site en plus qui fait que Google il se dit ah ouais bah là c'est bon, c'est validé, quoi, tu vois, site validé par la street. Trop bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus parce qu'on a énormément on a très bien délivré. Ça fait un bel épisode et je pense qu'on, comme on l'a dit au début, on pourrait discuter pendant des heures. Putain, il y a mon chat qui me monte dessus en même temps et qui m'attaque. Sa première apparition sur position 0. Ça, ouais, je le monte en direct. Oh, il est trop mignon. Oui, à la réunion. Mais c'était trop bien. Merci beaucoup, franchement, pour tous ces conseils. C'est top et c'est pas fini parce que on va te retrouver en asynchrone sur le dernier format qui est le passage sur le grid où tu vas auditer un site qu'on a tiré au sort avec Lucas. En tout cas, on en a fini pour cet enregistrement. C'était top et je te remercie d'être venu. C'est la première fois qu'on enregistre un podcast ensemble, donc c'était top, très content. Continue de faire ce que tu fais. On mettra bien évidemment dans la description les liens de ton agence et de ta plateforme de liens pour que les personnes puissent aller checker tout ça. Et on te laisse le mot pour la fin. Merci beaucoup les gars, c'était un très grand plaisir. Continuez de ranker, continuez votre journée sur YouTube, continuez de kiffer et puis continuez de faire du SEO. Magnifique. Ciao, ciao. Salut les gars.